Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la review de l'épisode 29 de Bleach Thousand Year Blood War, la partie 3, épisode 3. Et cette fois, faut dire qu'on est sur un épisode bien plus calme que les deux précédents, et qui se concentre évidemment sur le personnage d'Ukitake. C'est lui qui est au cœur de l'épisode, il y a pas mal de rajouts, notamment ce gros flashback sur lui, qui est vraiment sympa franchement, qui permet de resituer un peu le personnage pour ceux qui sont un peu moins familiers, mais qui en plus rajoute pas mal de choses par rapport au manga, parce que dans le manga ça y était pas, donc on va pouvoir parler de tout ça. Évidemment il y a aussi le retour d'Aizen tant attendu, mais avant de se lancer là-dedans, comme toujours, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne et je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like, et aussi à vous abonner pour soutenir la passion de Bleach. Mais maintenant que c'est dit, commençons avec l'ouverture de l'épisode, que je trouve un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Genre t'as l'opening, t'as après la mini-scène de spoil, ça m'énerve d'ailleurs quand ils font ça, je comprends pas trop pourquoi ils font ça, mais bon c'est là, c'est la scène, tu vois la scène de l'entraînement du flashback, avant même que l'épisode commence, je trouve ça un peu bête. Mais bref, quand l'épisode commence, tu vois direct Ukitake en mode je vais prendre la place du roi spirituel. Ça commence direct comme ça, et je trouve que le départ est un peu abrupt, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça un peu brutal, même si bon c'est du pinaillage, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est toute cette histoire de Kamikake, évidemment. Et grâce à ça, on a le flashback sur Urahara, et on va commencer par celui qui est bien dans le manga, c'est-à-dire le moment où on le voit enfant malade dans ce fameux sanctuaire, vous savez, du 76e, il me semble, district du Rukongai, avec ses parents en train de prier Mimiyagi. Et là, rien que là, déjà, on a beaucoup plus de contexte. On voit bien mieux comment ça se passe, on voit bien mieux, genre, le déroulement de ce passage-là, parce que moi, je vais pas vous mentir, genre, avec le manga, je me demandais, j'étais pas certain, mais j'avais l'impression que genre Mimiyagi venait vraiment en personne, qu'il apparaissait physiquement au sein du sanctuaire, mais là on voit clairement que c'est pas le cas, et ça se passe plutôt dans le monde intérieur d'Ukitake à mon avis. Mais on comprend bien dans tous les cas que Mimiyagi apparaît pas physiquement dans le sanctuaire, comme on pouvait éventuellement le penser avec le manga. Et vous l'aurez compris, ce fameux Mimiyagi, en fait, c'est le bras droit du roi des esprits, qui dans le Rukongai est considéré comme une sorte de divinité. Du coup on voit le déroulement de tout ça, et on a un peu l'impression que Mimiyagi est genre touché par la condition d'Ukitake, genre ça lui fait de la peine, quand il apparaît, genre il a des larmes, les larmes aux yeux, et justement cette larme, Ukitake va l'ingérer, et c'est ça qui va lancer le truc. Donc si vous voulez, pour faire très simple, Mimiyagi sauve Ukitake en entrant dans son corps et en mettant un stop à la maladie dont il était victime. Et c'est là-dessus qu'on a ce fameux flashback, qui était vraiment cool, parce que comme j'ai dit, les gens qui sont pas forcément ultra familiers avec l'univers de Bleach, ils avaient peut-être besoin d'un petit reminder sur Ukitake, tu vois, et justement grâce à ce flashback, tu vois clairement quel genre d'homme est Ukitake, tu vois que depuis qu'il est enfant, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui pense toujours aux autres avant de penser à lui, on le voit notamment avec la scène de la petite vieille qui se fait un peu emmerder par une sorte de yakuza, on le voit aussi avec le moment où Ukitake amène des pâtisseries aux enfants de l'orphelinat et tout, et on voit qu'il le considère genre comme un grand frère, donc franchement tout ça c'est cool, mais ce qui était vraiment super intéressant pour moi, c'était la rencontre avec Kyoraku. Genre on voit son premier entraînement avec lui, qui est supervisé par Yamaji et Unohana, et franchement ça fait trop plaisir. D'ailleurs à ce moment-là on voit bien le côté fourbe de Kyoraku, qui à aucun moment se dit qu'il va arrêter le combat parce que son adversaire semble mal en point. Et ça c'est des petits détails qui font toujours plaisir. Et un autre truc bien cool avec ces rajouts, c'est qu'on apprend une information qu'on n'est pas censé savoir avant quelques temps. Avant au moins, je dirais, quelques épisodes, là. Et je parle évidemment des références au pouvoir des bras du roi des esprits. Parce qu'on a cette scène où justement Kyoraku et Ukitake vont dans le sanctuaire de Mimiyagi, et on voit que Kyoraku, même à cette époque, est déjà au courant de pas mal de choses. Puisqu'il nous dit que le bras gauche du roi des esprits est censé régir l'évolution. Et avec ça, Ukitake comprend par lui-même que du coup le bras droit, lui, il gère l'immobilité. Et c'est pour ça que sa maladie a pas vraiment disparu, genre le pouvoir de Mimiyagi a permis en gros de geler sa maladie, mais pas de la faire disparaître. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent cracher du sang et qu'il peut pas forcément combattre à fond comme tous les autres. Mais dites-vous qu'à la base, il devait crever quand il était tout petit. Et grâce à Mimiyagi, il a non seulement pu vivre, mais en plus il a pu devenir capitaine du Gotei 13. Un truc qui aurait jamais pu lui être accessible en temps normal. Ensuite, on a tout un pan du flashback qui est consacré au deuil, notamment ceux de Kaien et de Yamaji. Et ça aussi, c'est des scènes qui font vraiment trop plaisir à voir. Et si jamais vous vous rappelez pas, Kaien c'était l'ancien vice-capitaine d'Ukitake, celui qui faisait office de mentor pour Rukia au sein de la 13e division et qui est mort tué par un holo. Mais ouais, ces passages, moi, ils m'ont vraiment fait plaisir, et quand tu vois Ukitake, Unohana et Kyoraku qui sont autour du sabre brisé de Yamaji, franchement, ça m'a tué. C'était trop bien de les voir interagir comme ça, genre les trois plus anciens, qui sont complètement dépités devant la mort de celui qui faisait office de père pour eux en quelque sorte. Mais le truc auquel je m'attendais vraiment pas, c'est le passage avec Unohana où elle vient lui faire ses adieux. En gros, juste avant d'aller combattre Kenpachi, elle prend le temps d'aller voir Ukitake et de lui dire au revoir, et j'ai trouvé ça non seulement déchirant, mais aussi trop stylé. Mais c'est pas tout ce qu'il y a à dire là-dessus, parce qu'en plus du côté triste, la réponse d'Ukitake qui dit qu'ils se reverront bientôt, elle est pas anodine. Et pour certains, c'est clairement un teasing de l'arc-en-fer. Étant donné qu'actuellement, si on prend en compte le one-shot, ces deux personnages sont censés être là-bas. Donc logiquement, ils se sont bel et bien retrouvés. Donc ouais, il y a clairement moyen que ce soit une petite référence à ça, et moi ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a déjà beaucoup d'indices qui ont été parsemés à droite à gauche avec l'animé, mais quoi qu'il en soit, même si on prend pas ça en compte, cette scène faisait vraiment plaisir.
Et avec tout ça, on revient dans le présent, parce qu'évidemment Ukitake est en train d'effectuer le rituel du Kamikake. Et vous l'aurez compris, en faisant ça, il offre son corps à Mimiyagi. Donc c'est comme s'il devenait lui-même le bras droit du roi des esprits. Et là, il y a encore une réplique qui m'a buté. Quand Ukitake rappelle à Rukia qu'il existe 2 types de combats. Et à première vue, comme ça a l'air d'être une phrase comme une autre. Mais en réalité, c'est la phrase qu'il avait prononcée au moment du combat de Kaien, quand il a tenté d'affronter tout seul le holo qui a tué sa femme. À ce moment-là, rappelez-vous, il y avait Rukia et Ukitake qui étaient témoins de la scène, et le capitaine, sur le coup, a empêché Rukia d'agir, en lui disant qu'il existait 2 types de combats. Dans un premier temps, il y a les combats qui sont faits pour défendre sa vie, mais dans un second temps, il y a les combats qui sont faits pour défendre son honneur. Et dans le cas de Kaien, c'était la deuxième situation. Donc pour Ukitake, aller l'aider, ça reviendrait à piétiner son honneur. Et dans le contexte actuel, s'il dit cette phrase à Rukia, c'est justement pour lui faire comprendre qu'il fait ça par honneur. Qu'il est honoré, si vous voulez, de sacrifier cette vie qui aurait dû être finie depuis longtemps, pour pouvoir sauver Soul Society. Donc ouais, clairement, cette scène, elle était très cool, et avec tout ce flashback, ils ont rendu le sacrifice d'Ukitake bien plus stylé. Là où dans le manga, c'est quand même très rapide. Et au final, avec ce noble sacrifice, Ukitake parvient à déjouer le plan d'Yua. Grâce à ça, pour le moment, les mondes seront pas détruits, et comme vous avez pu le constater, ça, Yua l'avait pas vu venir. Et c'est tout simplement parce qu'il peut pas prédire les actions du roi des esprits en personne, même s'il s'agit seulement de son bras qui a été détaché de son corps et qui est devenu une entité à part entière. Du coup, on peut dire que Jushiro et Mimiyagi sont clairement les sauveurs du monde à ce moment-là. Mais malheureusement, comme dit Soifon, ça tiendra pas longtemps, et il va vite falloir trouver une autre solution. Et en parlant de ça, une autre grosse différence avec le manga, c'est l'utilisation du Tenshi Eisho. Là, on voit Kisuke qui dit que dans la situation actuelle, ils ont clairement pas assez de Reiatsu pour l'utiliser. Mais normalement, dans le manga, à ce stade, ils font déjà une tentative, qui nous montre justement qu'ils ont pas assez de pression spirituelle pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ça, on en parlera sûrement dans le prochain épisode, parce que pour le moment, ceux qui ont pas lu le manga ne savent pas ce que c'est, et en vrai, c'est pas très important, je voulais juste notifier qu'il y avait une petite différence à ce niveau-là. Mais faut quand même dire qu'il y a beaucoup de dialogues et d'interactions qui passent à la trappe ici. Par exemple, à ce stade, dans le manga, Kenpachi est censé déjà être sur pied, et la quasi-intégralité des forces restantes du Gotei est censée être là, avec notamment Mayuri et Nemu qui découvrent que Kisuke a bien pris ses aises dans leur labo. En plus de ça, normalement, on a aussi pas mal d'infos sur les combats qui ont eu lieu, sur les forces qui sont toujours en état d'affronter les Quincy, et bien sûr sur le plan d'Urahara, parce que vous vous doutez bien qu'il est pas en train de se tourner les pouces. Et le Gotei 13 va pas se contenter de rester les bras croisés pendant qu'Ichigo fait tout le travail. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est quand même un peu dommage parce qu'on perd pas mal d'interactions qui sont intéressantes, et à mon avis, à propos de ces passages-là, ils vont se contenter d'aller direct à l'essentiel. Et je pense qu'ils considèrent pas tout ça comme étant vital à l'histoire. Et avant de parler de la scène avec Aizen et Kyoraku, on va parler vite fait du petit passage avec Ichigo, Yua et compagnie, parce que c'était marrant. Évidemment, il y avait rien d'exceptionnel à ce niveau-là, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on voit Ganju et Chad attaquer Yua, et ça c'est vraiment incroyable. Parce que vous êtes pas sans savoir que ces persos-là sont pas extrêmement puissants à l'heure actuelle, et ils font partie des persos un petit peu délaissés par Kubo. Donc là, le fait de les voir tous les deux s'attaquer au pire antagoniste de Bleach, franchement ça me fume. Et en plus, on revoit le Seppa de Ganju qu'on n'avait pas vu depuis une éternité. Mais faut quand même dire que c'est des bonhommes, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas au niveau, mais à la seconde où il faut servir de leur, ils hésitent pas à y aller. Et ça, faut quand même respecter un peu. Après, pour parler un peu d'Orihime, je voyais plein de gens par rapport à l'épisode précédent qui étaient en mode ouais, Yua a l'air choqué du pouvoir d'Orihime et tout, mais au final tout se passe comme prévu, et quand elle tente de restaurer le roi des esprits, ça fonctionne pas. Après tout, comme dit Yua, c'est pas le pouvoir d'une simple humaine qui va affecter le roi des esprits, même si pour l'instant l'intervention du Kitake fait que les mondes seront pas détruits dans l'immédiat. Et du coup, on va pouvoir finir avec le retour d'Aizen, enfin. Et c'est bien entendu Kyoraku, le nouveau capitaine commandant, qui se charge d'aller le chercher. D'ailleurs, c'est lui qui a posé sur la table l'idée de le libérer temporairement. Et pour ça, il a dû sceller la clé du Muken au sein de son propre corps. Mais honnêtement, je m'attendais à un peu mieux pour cette scène. Là, c'était très statique, c'était très sombre. Vous allez me dire, on est dans le Muken, bon d'accord, c'est vrai. Mais je sais pas, je m'attendais quand même à des plans plus stylés. Parce que là, c'est quand même la première fois qu'Aizen est libéré, même si c'est pas entièrement. Et franchement, j'ai trop hâte de le voir en dehors du Muken. Mais en dehors de ça, les répliques étaient cool, plus ou moins comme dans le manga. Et on voit bien évidemment le fou furieux qui tente de s'approcher d'Aizen pour l'attacher. Le gars, c'est un malade, on dirait il sait pas à qui il a affaire. Et du coup, t'as tous ses doigts qui se font arracher au contact de la pression spirituelle d'Aizen, c'est trop marrant. Même si en vrai, dans le fond, il me fait grave de la peine, le gars, mais bon, il pourra se faire soigner par Orihime au pire. Et je vais vous dire, l'épisode suivant, il s'annonce vraiment stylé. D'ailleurs, même si vous avez pas lu le manga, je pense que vous pouvez deviner 2-3 trucs qui vont se passer, étant donné qu'Urahara mentionne le fait qu'il manque de pression spirituelle pour faire ce qu'il veut, et que de l'autre côté, Kyoraku va libérer Aizen. Mais on verra ce qu'il en est la semaine prochaine, et tout ce que je peux vous dire, c'est que le poème de fin me hype incroyablement, avec Uryu qui nous dit qu'il va brandir son arc contre la lune qu'il pensait avoir abandonnée. Et évidemment, la lune, c'est une référence à Ichigo. Donc là, évidemment, vous aurez compris qu'il va y avoir confrontation, mais est-ce que ce sera comme dans le manga? Ça, j'en doute. À mon avis, on peut s'attendre à quelques rajouts par rapport à ça, et en parlant de rajouts, moi je suis de plus en plus confiant pour la suite. Parce que si vous voulez, tout ce flashback sur Jushiro, il était pas forcément vital à l'histoire. Et comme j'ai dit, cet épisode fait pas beaucoup avancer le scénario. Mais attention, je dis pas ça pour vous laisser penser qu'ils auraient pas dû le mettre, loin de là. C'est plutôt pour vous dire que s'ils ont pris le temps de rajouter ça, bah c'est garanti qu'ils rajouteront des trucs qui sont hyper importants, et qui manquent cruellement dans le manga. Donc ouais, encore une fois, trop hâte de l'épisode de la semaine prochaine, mais en attendant, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, et moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.